Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ce live LinkedIn Actualité. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis directrice de la rédaction de LinkedIn en France. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live à l'occasion de la publication de notre classement LinkedIn Top Companies. Cette 5e édition met en lumière les 25 entreprises qui offrent les meilleures perspectives de carrière en France et surtout elles recrutent. À elles seules, ces 25 entreprises prévoient en 2021 de recruter 80 000 personnes. Pour la première fois cette année, c'est Orange qui occupe la première marche du podium. Alors, comment l'opérateur télécom est devenu un employeur d'excellence? Quels sont les métiers de demain dans ce secteur? Comment Orange envisage-t-il l'organisation du travail post-Covid? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Richard, PDG du groupe Orange. Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Stéphane Richard, j'aimerais vous poser une question. D'abord, rappelez ce qu'est Orange. Orange, c'est 42,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 142 000 salariés, donc 82 000 en France, tout le reste est à l'international, et plus de 259 millions de clients dans le monde. Stéphane Richard, qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être aujourd'hui une LinkedIn Top Companies et surtout sur la première marche du podium? C'est évidemment une grande satisfaction. Dans notre cas, en plus, quand on regarde le passé, on se dit qu'on revient quand même d'assez loin, hein, parce que je ne crois pas qu'on aurait pu espérer un tel classement il y a 10 ans. Donc, moi, je le vois aussi comme la reconnaissance d'un travail de fond qui a été mené ces 10 dernières années, au fond pour rendre cette entreprise à nouveau attractive. Je crois qu'elle l'était plus tellement. En tout cas, elle avait beaucoup perdu. Et ça a été vraiment un des objectifs prioritaires de l'équipe, de moi-même et de l'équipe qui m'entoure, avec les différents DRH aussi qui se sont succédés, que de redonner cette attractivité à Orange en tant qu'employeur. Voilà, c'est passé par beaucoup d'actions. La première, c'est que, vous le savez, on a connu une crise profonde il y a une dizaine d'années ici. On était pratiquement à l'inverse de l'attractivité, hein. C'était l'exemple France Télécom à l'époque que tout le monde donnait pour montrer combien le monde du travail pouvait être repoussant pour les gens. Donc il a fallu qu'on rétablisse, je dirais, un peu ce sentiment d'appartenance, cette fierté d'appartenance à l'intérieur de l'entreprise. On a beaucoup travaillé pour cela. Et puis il y a eu tout un chantier sur l'attractivité à l'extérieur, notamment auprès des jeunes. C'est compliqué dans un cas comme le nôtre parce que nous avons globalement des effectifs qui baissent. C'est lié aussi à l'évolution de nos métiers, aux conditions de concurrence, à la régulation très forte aussi qu'il y a dans ces métiers de télécom. Et donc, on doit gérer des effectifs globalement en baisse. Si je prends le cas de la France, on est passé en gros de 80... Si je prends la partie opérationnelle en France, de 85 000 à 50 000 personnes dans l'espace de quelques années. Vous voyez, donc c'est des baisses très fortes. Et malgré ça, il fallait aussi être capable d'être à nouveau attractif, notamment auprès des jeunes, parce qu'on a besoin de compétences clés pour le futur. On en parlera tout à l'heure, je pense. Et vous voyez, comment concilier la nécessaire adaptation du groupe à son environnement concurrentiel, technologique, l'arrivée de la fibre, les générations de technologies mobiles, et en même temps lui redonner cette attractivité par les perspectives de carrière qu'on peut proposer, par l'attractivité de la marque employeur, en fait. Hein. Tout ça, et ce sont des défis extrêmement complexes. Et bien évidemment, le classement que nous avons cette année est aussi un encouragement, hein, pour moi et pour nous à continuer sur ces actions, à le faire aussi dans une dimension internationale, car n'oublions pas aussi qu'on a pratiquement un peu moins de la moitié des effectifs du groupe qui travaillent en dehors de France, et que ces questions-là se posent aussi en Pologne, en Espagne, en Afrique, où on recrute là pour le coup en net en permanence, et puis dans des métiers particuliers du groupe, hein, on en parlera, qui sont des métiers en croissance et pour lesquels on a besoin aussi d'être attractif. Donc, formidable, vous avez fait le pitch à ma place, puisque c'est effectivement tous les sujets sur lesquels on va revenir. D'ailleurs, j'encourage toutes ceux et celles qui nous rejoignent à poser leurs questions en commentaire, et c'est des questions qu'ensuite on vous posera pour que vous puissiez y répondre en direct. J'ai une autre question, puisqu'on commence un peu toujours les lives de la même façon en ce moment, et on demande toujours aux dirigeants qu'on interroge sur quels sont et
ou en tout cas, quels sont les grands enseignements, qu'est-ce qu'ils ont appris de la crise actuelle sur le plan personnel et sur le plan professionnel? Est-ce qu'il y a un grand enseignement comme ça qui vous vient à l'esprit? Il y a un premier enseignement qui est le sentiment que, au fond, tout peut s'arrêter. Tout ce à quoi on est habitué dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, tout ça peut changer du jour au lendemain par un événement planétaire, imprévisible, même si quand on fait des analyses de risque, il y a toujours quelque part le risque de pandémie. Sauf que, bon, quand on ne l'a pas expérimenté et éprouvé à cette échelle, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, c'est un sentiment de vulnérabilité. Vous voyez, il y a toute une série de pratiques, de façons de faire, de façons de vivre, de façons de travailler, dont on voit qu'elles peuvent changer du jour au lendemain et qu'il faut être capable de s'adapter. Pour moi, il y a eu beaucoup, dans le cas d'Orange, un sentiment de responsabilité. Parce que je pense que nous, les opérateurs télécoms, ceux qui proposons, enfin, et qui permettons aussi ce lien finalement professionnel, social, humain à travers nos réseaux, il s'est avéré plus essentiel que jamais dans cette période où on a enchaîné les confinements, où le télétravail s'est généralisé, s'est massifié même, où l'enseignement à distance est devenu le seul enseignement possible, en tout cas dans certaines périodes, où simplement le maintien du lien humain, familial, amical, est passé par les réseaux. Donc on a eu une responsabilité gigantesque. Qui s'est traduit comment pour les été, salariés d'Orange? Ça veut dire quoi? J'entendais dans une interview alors, récente qu'il y avait eu 1 million d'interventions, oui, si je ne me trompe pas. quand on regarde les chiffres, on a eu pendant cette période, et notamment le premier confinement le plus dur hein, qu'on a connu, on a eu des augmentations très fortes de trafic sur l'ensemble des réseaux, des augmentations de l'ordre de 30-40% sur les réseaux fixes. C'est énorme. On parle de choses, de phénomènes jamais vus. Hein. On a eu des doublements, voire des triplements de trafic data ou voix sur les réseaux mobiles. Donc vous imaginez, il faut que les infrastructures supportent ça. On a dû doubler en quelques jours les liens transatlantiques qui assurent le trafic Internet mondial. Hein. On a dû multiplier par 2 la capacité de ces liens. On parle de câbles sous-marins qui sont à 5000 mètres au fond des océans. Et donc, tout ça a nécessité quand même une réactivité extrêmement forte. Et oui, il y a eu une mobilisation formidable hein, des salariés du groupe. Et je profite d'ailleurs de cette tribune pour, une fois de plus, leur exprimer ma fierté, ma reconnaissance par rapport à leur disponibilité, à leur mobilisation. Rien que pendant le premier confinement, on a eu plus d'1 million, effectivement, d'interventions physiques de nos techniciens auprès des hôpitaux ou des SAMU dont il a fallu doubler ou tripler les capacités très, très vite, mais aussi des entreprises pour les accompagner dans le télétravail, et puis, bien sûr, au monde du grand public. Donc, on a eu une activité très forte, même quand les boutiques étaient fermées, même quand tout le monde devait rester à la maison. On a eu 10 000 techniciens d'Orange qui étaient sur le terrain. J'ai pu aussi, d'ailleurs, moi, aller les voir un peu de temps en temps. C'était incroyable. Hein. Le pays était complètement désert, mais on avait quand même ces héros du réseau, comme on les a appelés, hein, la deuxième ligne aussi. D'ailleurs, vous voyez, je regrette personnellement que souvent, quand on parle de la deuxième ligne, on oublie ces personnes, nos techniciens notamment, hein, qui en font totalement partie, parce qu'on parle du ramassage des déchets, on parle des caissières de Carrefour, bien entendu, heureusement qu'elles ont été là. Mais dites donc, qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas eu cette force-là disponible sur le terrain pour s'assurer en tout cas que ces réseaux fonctionnent, tiennent, absorbent la surcapacité, enfin la surcharge dont ils ont été l'objet. Ça a été absolument essentiel. Donc c'est un sentiment de responsabilité, c'est un sentiment de fierté aussi parce qu'on a été au rendez-vous. Orange n'a pas déçu dans cette période. L'image d'ailleurs des opérateurs a été fortement améliorée par ce sentiment hein, qu'ils ont été là. Ça fait partie de l'attractivité de la marque employeur aussi, parce qu'on a aussi montré notre utilité sociale, au-delà du business, des chiffres et tout ce que vous voulez. Il y a une utilité sociale dans ce que nous faisons qui est absolument majeure. Et que serait le monde d'aujourd'hui si on n'avait pas nos réseaux?
Et vous l'avez signalé tout à l'heure, donc on revient quand même de loin, puisque auparavant, il y a 10 ans, c'était France Télécom, un peu le modèle à ne pas suivre. Et aujourd'hui, on a des baromètres internes qui disent qu'il y a 80%, 91% des salariés et de vos salariés qui se disent fiers de travailler pour Orange. On a vu d'ailleurs au moment du classement qu'il y a des salariés qui commençaient à partager avec le hashtag Proud to be Orange ou Proud to be Orange, je ne sais pas comment vous le dites, sur LinkedIn au moment de la publication du classement. Comment expliquez-vous un tel engagement et surtout, finalement, quelle est votre recette miracle à votre avis? Qu'est-ce qui a fait, quelles sont les 2-3 actions qui ont fait que ça a changé et qu'aujourd'hui, on a envie de travailler pour Orange? Écoutez, d'abord, quand je suis arrivé en 2010, on était à 39%. Vous voyez, le même critère qui était la fierté d'appartenance, on était à 39%, et encore dans les 39%, vous savez, il y a ceux qui sont très fiers, ceux qui sont... en fait, le pourcentage de gens qui étaient vraiment des promoteurs de l'entreprise, il était très faible, très très faible. Donc, on mesure le chemin parcouru, et c'est vrai que c'est une vraie grande satisfaction pour moi d'avoir pu mener ce chemin, évidemment pas tout seul, avec beaucoup de gens autour de moi, mais bien sûr, c'est capital. Qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver? En fait, il y a eu plusieurs phases dans cette histoire. Il y a eu d'abord la phase de crise dans laquelle je suis arrivé et où, avec le DRH de l'époque, Bruno Mettling, on a vraiment essayé à la fois de retisser les liens. C'est passé beaucoup par un dialogue social aussi. Et donc, avec les partenaires sociaux, on a trouvé des terrains d'entente pour régler toute une série de sujets qui avaient été des sujets d'inquiétude, d'angoisse, voire de désespoir. Par exemple, tout ce qui touche aux mobilités, tout ce qui touche au parcours professionnel, tout ce qui touche à ce qu'on appelle la reconnaissance. Il y a des éléments financiers aussi. Il y a plein de choses qu'on a traitées. Le traitement des cas difficiles. Vous savez, dans une entreprise comme la nôtre, du fait de la multiplicité des statuts, il y a des fonctionnaires, il y a des non-fonctionnaires, il y a des gens qui sont là depuis 35 ans, 40 ans, qui ont eu des problèmes dans l'entreprise, des problèmes personnels. On avait plusieurs centaines de cas qui étaient un peu à l'abandon, qui étaient des gens qui étaient nulle part, qui n'étaient plus en fait traités par le système, par la filière RH. Et donc, on a constitué des commissions spécialisées pour s'occuper de ces cas difficiles. Et parfois, ça prenait des mois ou des années pour, régler ces sujets. Donc, on a fait tout ce travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout ce qui est prévention, médecine du travail. Nous sommes une des entreprises françaises qui a le dispositif le plus complet en matière de médecine du travail. On a près d'une centaine de médecins du travail. Nous sommes l'entreprise aujourd'hui qui vaccine le plus. Vous voyez, aussi une belle illustration. On est à plus de 1500 personnes vaccinées à l'intérieur d'Orange par la médecine du travail. On est numéro 1 aujourd'hui en France. Donc, tout ça fait un ensemble de choses qui finalement, au fond, ne visent qu'un objectif, qui est que tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent dans ce groupe doivent avoir le sentiment qu'elles sont écoutées, qu'elles sont prises en charge, qu'on leur donne les moyens de bien faire leur mission professionnelle, que leur expertise est reconnue, qu'on leur assure des parcours de formation qui, lorsqu'elles le souhaitent en tout cas, leur permettent de monter en compétences, leur permettent de déboucher sur des mobilités professionnelles, géographiques, et qu'il y a une qualité managériale, au fond, parce que tout ça, ça revient à un sujet de fond qui est l'humain, qui est comment est-ce qu'on parle de nos salariés, quelle place ils ont dans nos décisions, quelles sont nos valeurs d'entreprise sur le plan de la relation managériale. Tout ça, c'est capital. Et moi, je pense que l'humain doit, de toute façon, toujours s'imposer sur toute autre considération. On Bien sûr reçoit qu'on est là pour faire des performances, bien sûr qu'on est là pour faire des résultats, on est là pour être meilleur que nos concurrents, on est là. Bon. Mais d'abord et avant tout, c'est l'humain qui doit être prépondérant. Ce qui veut dire en clair que quand on a une décision à prendre entre peut-être maximiser un profit à court terme, mais avec un risque, peut-être un risque qu'on appelle un risque social, qui est en fait plutôt un risque humain, en réalité, eh bien on ne le fait pas. Et pour tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à décider, c'est toujours un peu cette grille de lecture qui doit être prise. Il faut écouter le terrain. Le terrain, il vous renvoie souvent
des messages qui vous énervent, hein, ou c'est du poil à gratter parce que vous dites on va faire ça, ben oui, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut toujours écouter le terrain, il faut toujours écouter, la base, des gens qui sont en face des clients, dans nos boutiques, nos techniciens, qui sont bien évidemment représentés aussi par les partenaires sociaux, mais ne jamais finalement s'installer dans une position de ceux qui ont le pouvoir de décider, et qui doivent donc sont censés tout savoir et avoir tout compris et la réponse à tout. Surtout pas. Cette posture d'écoute, elle est absolument essentielle. Je pense que les gens le comprennent ça, et ça participe aussi au retour, je dirais, d'un climat qui globalement est un climat d'engagement et de mobilisation. On reçoit beaucoup de commentaires qui célèbrent d'ailleurs les techniciens que vous avez mis en lumière il y a quelques minutes et qui remercient, les remercient d'être intervenus. D'ailleurs, on a ce live aujourd'hui grâce à eux en partie. Et il y a Sébastien Bage qui vous demande est-ce que finalement le secret de l'attractivité d'Orange, c'est pas aussi d'avoir une raison d'être qui est devenue très claire? Ça a été un élément, oui, c'est sûr. Il y a la raison d'être elle-même, il y a la façon dont on l'a construite aussi. Parce que la raison d'être, c'est pas une phrase que j'ai écrite dans mon bureau ou avec quelques personnes autour de moi ou des conseillers en communication. Ça a vraiment été un processus très, très interactif. On a interrogé d'abord nos salariés. On a eu, vous vous rendez compte qu'on a eu près de 100 000 contributions, près de 100 000 contributions, hein, pour l'élaboration de la raison d'être en interne. Donc c'est dire que ça a été un processus qu'on a vraiment voulu construire de façon extrêmement en profondeur, comme ça, avec l'ensemble de nos salariés, mais pas que nos salariés aussi, bien entendu, les autres parties prenantes. Donc la manière dont on l'a faite, je pense, était déjà importante. Après, ce qu'elle dit au fond, je crois, c'est assez simple. C'est pas évident, vous savez, parce que c'est une entreprise très complexe, Orange, et donc arriver à résumer un peu sa raison d'être en une phrase, c'est quand même un exercice redoutablement difficile. Il ne faut pas que ça soit non plus trop compliqué, il faut que chacun puisse le comprendre. Et donc, ça dessine une phrase dans laquelle chacun des mots est important. Chacun des mots est important. Vous pouvez nous la rappeler peut-être pour celles et ceux Orange qui est la l'acteur de connaissent. confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Donc, l'opérateur de confiance, ça pour nous, c'est capital. Cette notion de confiance, on se définit aussi comme ça par rapport à beaucoup d'autres acteurs du monde digital, du monde Internet, qui souvent sont très forts, mais pas forcément toujours associés à cette idée de confiance. C'est le problème de la protection des données, c'est le problème de la protection de la vie privée même d'ailleurs, et tout ce qu'on peut mettre en œuvre autour de ça. Donc, nous sommes l'opérateur de confiance qui donne à chacune et à chacun. Ça, c'est le côté universel. Ça inclut aussi, c'est le cas de le dire, ce thème de l'inclusion, justement, et le fait qu'une des lignes de combat de l'entreprise, c'est vraiment d'éviter l'exclusion digitale, l'exclusion numérique. La fracture numérique, évidemment, ça commence par les réseaux, mais vous voyez bien que ça concerne aussi beaucoup d'autres éléments qui constituent autant d'obstacles pour beaucoup de populations à rentrer dans ce monde numérique. C'est la formation, c'est les outils, c'est bon. Donc toute cette frontière, je dirais, de l'inclusion numérique, elle est capitale parce que si on n'y prend pas garde, on peut recréer en fait une forme d'inégalité, d'exclusion massive. Hein, on parle de millions de gens dans un monde où tout serait devenu plus ou moins numérique et où un certain nombre de personnes s'en sentiraient totalement exclues. Donc cette question de l'inclusion, elle est essentielle. Puis je ne veux pas être trop long. La responsabilité, pour nous, vous voyez, je l'ai déjà dit tout à l'heure à propos du Covid, mais la responsabilité, pour moi, c'est une valeur essentielle quand on est une entreprise. Certes, nous sommes là pour faire du business, pour faire de la technologie, pour proposer les meilleurs produits et services à un moment donné sur un marché donné, mais on a aussi une grande responsabilité parce qu'on est dans des sociétés fracturées, on est dans des sociétés qui sont en proie au doute, qui sont en proie au complotisme, qui sont en proie parfois à la violence et qui sont face à des défis gigantesques, le réchauffement climatique, cette question de la réduction des inégalités. Et nous sommes, en tant qu'entreprise, un acteur de ce jeu
humain et social. Et justement, Stéphane Richard, vous avez présenté votre nouveau plan stratégique qui s'appelle Engage 2025, dont le but est de réinventer le métier d'opérateur télécom en mettant l'IA et la data au cœur de l'innovation. Vous vous êtes engagé aussi à embaucher notamment des jeunes en alternance, etc. Et en stage, 5000 recrutements prévus en 2021 pour les jeunes diplômés. Quels sont les nouveaux métiers et les nouvelles compétences qui vont accompagner cette transformation du groupe et ces innovations? Alors, moi, je distinguerais deux sous-ensembles, si vous voulez. Il y a des nouveaux métiers, en effet, liés notamment à la massification de toutes les compétences autour de la data. En fait, hein. C'est vraiment la donnée. Alors, ça se dit beaucoup, mais c'est une réalité aujourd'hui. La donnée devient une matière première fondamentale dans toutes les industries, dans tous les métiers de service, dans toutes les activités économiques. Comment la récupérer, comment la collecter, comment la stocker dans des conditions de sécurité et de souveraineté, ça c'est capital. Et ensuite, comment l'exploiter dans des conditions respectueuses de la vie privée et des décisions de chacun et chacune. Et en Europe, on a une régulation, le RGPD, qui est la réponse à cela, hein, mais bon, l'exploiter. Et comment en tirer ensuite une valeur qui n'est pas qu'une valeur économique, mais qui est aussi une valeur sociale, on l'a dit. Donc, tous les métiers qu'il y a autour de la data, donc c'est les data analystes, les data searchers, les data miners, enfin, vous avez beaucoup de métiers aujourd'hui qui se déclinent autour de la donnée. L'exemple de la cybersécurité, qui est aussi une compétence spécifique, mais qui est bien quand même autour aussi de la sécurité des systèmes autour des données, de la donnée. Donc il y a plein de métiers, je dirais, autour de ce cœur qui est de cette matière première qui est la donnée ou la data, qui vont déboucher sur un certain nombre de nouveaux métiers qui sont déjà existants, en fait, hein, des nouveaux métiers, mais en tout cas qui vont augmenter les besoins de ce type de compétences. Nous n'en formons pas assez. Il y a une compétition terrible pour acquérir ces compétences. Si je prends l'exemple de la cybersécurité, vous savez, nous, on a en moyenne une candidature pour 20 offres. Ouais, c'est pour vous dire le décalage qu'il y a entre l'offre et la demande. Et on est tous, les uns et les autres, tous ceux qui sont dans ces métiers-là, en train d'essayer de chercher des compétences et de les garder. Parce que l'autre problème aussi, c'est que quand vous êtes sur un métier où il y a des compétences rares, vous pouvez arriver peut-être à en acquérir, mais vous les perdez très vite. Bon, donc, il y a la question de les acquérir et de les retenir. Bon, donc, on a deux questions en lien avec ça. On a une question d'Alexandre qui vous demande, est-ce que vous recrutez en alternance pour former ces jeunes à ces types de métiers et ensuite les garder? Bien sûr. Et on a une question aussi de Patrick Chédeville qui dit, est-ce que vous recrutez aussi des seniors dans ce type de profil? Alors, est-ce qu'on recrute en alternance? Oui, bien sûr. C'est un des gisements essentiels de nos recrutements. Nous, on accueille à peu près 5000 stagiaires et alternants en moyenne dans l'entreprise en France. Hein. On en fait aussi partout ailleurs, mais je ne parle que de la France. Et une bonne partie en apprentissage aussi. Hein, et l'apprentissage, y compris d'ailleurs pour ces métiers-là, hein, et aussi une voie de recrutement, une voie d'excellence. Et je dirais, on arrive à en recruter en CDI dans l'entreprise sur cette masse d'alternants à peu près le tiers. Et donc, par rapport au volume de recrutement que nous faisons, c'est le moyen principal, et de loin. Donc, rentrer en alternance, en apprentissage ou en alternance chez Orange est le meilleur moyen de devenir ensuite un collaborateur d'Orange dans un CDI et dans un métier à définir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour nous, c'est une voie absolument primordiale parce qu'elle montre aussi son efficacité, à la fois pour l'entreprise et d'ailleurs pour la personne concernée. Pour les seniors, bon, écoutez, pour être franc, dans les nouveaux métiers, c'est pas, je pense que c'est clairement pas peut-être un des points les plus forts d'Orange, cette capacité à aussi à attirer éventuellement des profils seniors dans des métiers qui sont des métiers récents et des métiers neufs, hein, où donc honnêtement on trouve quand même moins de seniors qui sont des spécialistes de la data ou de la cybersécurité, hein, c'est comme ça. Par contre, il y a tout un tas de métiers où on a besoin de seniors. D'abord,
parce que je n'ai pas dit, il y a un deuxième volet. Et ce, Regarde, malgré le plan intergénérationnel, je crois, je qui est vais y en venir. place. Ouais. Je vais y venir, parce que vous avez raison, il peut y avoir une contradiction dans la présentation des choses, mais en réalité, il y a peut-être enfin, comment dirais-je, une complémentarité ou une logique dans tout ça. Mais le deuxième grand volet, c'est l'évolution de nos métiers historiques, si je puis dire, dans le monde de demain. Parce que là, on a évoqué des compétences particulières sur de nouveaux développements, notamment autour de la data, mais il y a aussi l'évolution de nos métiers qui vont rester, hein, parce que technicien, on en aura besoin encore dans 10 ans, dans 20 ans. Simplement, ils ne feront pas tout à fait le même métier, ils n'utiliseront pas les mêmes outils. Eux aussi, d'ailleurs, ils devront passer sur des outils plus axés sur l'exploitation des données. Il y a la fibre et plus le cuivre. Enfin, vous voyez, donc il y a quand même une évolution permanente et profonde des métiers de toujours. Il y a les métiers du groupe. Par exemple, le métier de technicien d'intervention, technicien de réseau, ou les métiers de vendeur en boutique, d'ailleurs aussi, hein, qui évoluent en permanence. La relation client, elle évolue, elle devient de plus en plus digitale. Donc, on a besoin d'avoir des conseillers clients qui sont vraiment full digital. Donc, bref, tout ça, il y a tout un champ aussi autour de l'accompagnement de nos salariés dans leur métier par rapport aux défis du monde qui vient et qui est essentiellement digital, qui est un point tout à fait essentiel. Pour revenir une seconde sur les seniors, oui, on a depuis quelques années un dispositif qui s'appelle le temps partiel senior et qui nous permet d'aménager les fins de carrière et de proposer aux salariés qui le souhaitent, hein, c'est sur la base du volontariat uniquement, un système dans lequel ils rentrent à partir de 3 ans avant le départ à la retraite, dans un système de temps partiel, 50% payé, 80%, et dans lequel, en fait, on leur propose aussi des missions en complément de leur activité à l'intérieur de l'entreprise, des missions, on va dire, d'intérêt général, associative, la fondation, puisqu'on a une fondation, etc. Donc, vous voyez, c'est en fait vraiment de l'intergénérationnel. Pourquoi? Parce qu'il y a bien, pour le salarié, la possibilité d'avoir, je dirais, une fin de vie de carrière, une fin de carrière dans l'entreprise progressive, en biseau, et d'éviter cette espèce de couperet de la retraite qui parfois est un traumatisme hein, pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est très bien pour le salarié. Ça lui permet aussi d'avoir du temps pour se consacrer à des activités ou des œuvres d'intérêt général. Et on a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, et c'est très bien. Et en même temps, ça nous permet d'assurer une forme de transition entre la génération montante et la génération partante. Vous voyez, et donc typiquement sur les alternants et les apprentis, on utilise beaucoup aussi ces personnes hein, qui sont à, disons, jusqu'à 3 voire 5 ans de départ à la retraite pour faire le mentoring et l'accompagnement des jeunes qui arrivent. Voilà, dans plein de domaines. Ouais. Donc, qu'en est-il de la place des femmes? Je crois que vous êtes engagé à augmenter la place des femmes, notamment dans les métiers du numérique, à 25% d'ici 2025. On est à 18% aujourd'hui. Concrètement, comment ça se passe? Et on a d'ailleurs une question de Jean-Marc qui nous dit quel est le ratio homme-femme chez Orange? En tout cas, comment vous travaillez sur ça? À peu près, globalement en France. Hein. En France, on est à peu près à 38% de féminisation, globalement. Alors après, vous savez, il faut regarder les choses dans le détail. Vous avez le chiffre global, puis après, il faut regarder dans les différentes couches. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, je pense, une des forces d'Orange, c'est qu'on est relativement homogène en termes de taux de féminisation. Plus on monte, je dirais, dans la hiérarchie, si je puis dire. Hein. Donc plus on va vers les cadres dirigeants, on a une communauté d'à peu près 1 millier de cadres dirigeants du groupe, on est encore à peu près autour de 35%. Si vous remontez encore d'une case sur les 250-300 principales compétences du groupe, là, ça baisse un peu, mais on est encore autour de 25, ce qui n'est pas assez, hein, mais bon. Et dans l'équipe dirigeante, il y a un tiers de femmes, à peu près, hein, dans le comité exécutif. Donc, on est à peu près là. Ce qui est pas mal, si vous regardez, faites des comparaisons avec la plupart des grandes entreprises, ce qui n'est pas non plus optimal, parce que l'optimal, ça serait d'arriver à près de 50, en fait, hein, tout métier confondu et en moyenne. Bon. On est pénalisé par le fait qu'il y a encore beaucoup de retard sur les métiers techniques. Ça, c'est vrai. Il y a des retards parce que si vous prenez la population des techniciens d'intervention, vous n'avez que à peine 15% de femmes.
Si vous prenez voilà, certaines compétences particulières, vous voyez qu'il y a encore une très forte sous-représentation des femmes. Pourquoi ? Parce que, en grande partie, les études qui mènent, ou les formations qui mènent à ces métiers-là, sont très peu féminisées. Elles le sont peu parce que, alors, il y a un ensemble de raisons. Il y a des préjugés, il y a une sorte de plafond de verre aussi encore sur ces métiers techniques. Il y a tout un travail à faire en amont, hein, très en amont, auprès des jeunes filles, dès le collège, dès 14-15 ans, pour leur montrer l'intérêt de ces métiers, la place qu'elles peuvent y prendre. Parce que les femmes qui y sont réussissent très bien. Les femmes qui sont dans les métiers techniques chez nous réussissent très bien. Elles sont d'excellentes techniciennes, elles sont ensuite d'excellentes managers. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison, que ce soit plus des métiers d'hommes que des métiers de femmes. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on tende vers la parité aussi sur ces métiers techniques. Ça sera long et difficile parce qu'il faut travailler très en amont et que ça commence déjà par le nombre de jeunes filles qui vont dans les formations techniques, IUT, école d'ingénieur, etc., qui, comme vous le savez, est notoirement bas, enfin, est trop bas. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je me suis impliqué un peu personnellement aussi en créant, il y a 10 ans, une association qui s'appelle Capital Filles, qui regroupe une quinzaine de grandes entreprises françaises, hein, très grandes entreprises françaises, et qui se sont mises ensemble pour mener des programmes de sensibilisation des jeunes filles aux études supérieures, et les accompagner d'ailleurs, et notamment aux études techniques, pour commencer à travailler là-dessus. On a une question justement de Martial qui dit comment va se positionner Orange vis-à-vis des activités du cybercampus qui doit ouvrir prochainement, dans le sens où ça peut aussi aider à la féminisation sur les métiers de la cyberdéfense, cybersécurité. Donc le cybercampus, c'est un magnifique projet qui consiste à regrouper dans un lieu géographique donné, qui est à La Défense, près de Paris, sur un immeuble de 28 000 m², un ensemble d'entreprises, d'intervenants et de compétences pour à la fois mener des activités opérationnelles, mais aussi beaucoup travailler sur justement le travail ensemble, la formation, l'ouverture à l'extérieur. Il y a toute une dimension aussi de compétences, hein, disons, et de jonction des compétences dans ce projet de cybercampus. Orange est partie prenante puisqu'elle est même dans les membres fondateurs. C'est d'ailleurs un de nos dirigeants de ce pôle cybersécurité qui en a été chargé par le Premier ministre de ce projet de Michel Vandenberg de cybercampus. Il va d'ailleurs, dans le cadre de son évolution personnelle, s'y consacrer pleinement maintenant. Donc Orange est vraiment un des moteurs de ce projet. Évidemment, on y sera présent. On est aussi présent d'ailleurs dans la société qui a été constituée pour construire et opérer ce cybercampus. Donc on est vraiment une des chevilles ouvrières de ce projet. Et on compte bien l'utiliser d'ailleurs, ce cybercampus, pour justement améliorer ou nous aider un peu dans cette compétition pour acquérir les talents que j'ai décrivais tout à l'heure sur ce métier de la cybersécurité. Et le temps passe vite, Stéphane Richard, et j'ai encore deux questions sur le futur du travail. Déjà, vous avez parlé de la vaccination qui est à l'œuvre, vraisemblablement les bureaux qui vont rouvrir. Comment vous envisagez la suite pour les salariés d'Orange, tout du moins en France, avec la réouverture des bureaux notamment? Moi, je crois qu'il y a d'abord, même si j'espère on vaincra cette pandémie, il y a des pratiques qu'il va falloir garder. Je pense que quand on parle de protocole sanitaire, il y a des choses qui ne disparaîtront pas. Avant, dans les bureaux, il n'y avait pas de distributeur de gel hydroalcoolique près des ascenseurs. Il n'y avait pas peut-être de nettoyage systématique des locaux comme on peut le faire aujourd'hui. Il n'y avait pas de distanciation ou de précautions qui étaient prises sur les lieux de regroupement comme la restauration collective. Le masque, je ne sais pas, j'espère qu'on pourra le laisser de côté dans quelques temps, mais il n'est pas impossible qu'on doive malgré tout s'habituer à le porter de façon un peu permanente, pas tout le temps évidemment, mais en tout cas dans certaines circonstances. Vous voyez, donc je pense qu'il y a tout de même si une fois de plus on sort de cette horrible épidémie, il y a des choses qui vont rester. Et donc dans l'aménagement des locaux, il faut en tenir compte. D'ailleurs, dans notre nouveau siège Bridge dans lequel nous nous installons dans quelques semaines, on a intégré tout cela de façon permanente. Voilà. Ensuite, il y a l'organisation du travail. Sur l'organisation du travail, la grande question, c'est
quelle va être la part du télétravail par rapport au travail sur site dans l'avenir, quelle va être la part du travail à distance en général d'ailleurs, c'est pas forcément le travail de la maison. Vous voyez. Donc nous, on a plein de réflexions sur le sujet, bien évidemment, partout d'ailleurs, parce que c'est intéressant de voir comment ces questions sont abordées en Pologne, en Espagne, par exemple, si je prends 2 grands pays européens où nous sommes. Donc on a interrogé nos salariés sur le vécu de l'année dernière, notamment du télétravail massif. On a eu jusqu'à 100 000 salariés en télétravail dans le groupe. Donc, il faut dire qu'on a quand même une expérience là qui est très conséquente. Donc, on les a interrogés. On a travaillé avec des sociologues aussi, voilà, des intellectuels un peu autour de ces sujets-là pour comprendre un peu le rapport au travail, qu'est-ce que ça signifiait. Le télétravail, c'est formidable, mais ça présente aussi des risques, des nouveaux risques, des risques psychosociaux même d'ailleurs. Et puis, il y a des gens qui n'en veulent pas, ou qui n'en veulent plus, ou qui en veulent peut-être un peu, mais certainement pas dans un régime permanent. Donc, comment gérer un peu cette diversité d'attentes par rapport au télétravail? Moi, je crois qu'il y aura un nouvel équilibre qui va se mettre en place dans les années qui viennent, qui sera différent de ce qu'on a connu avant. Avant, on prenait un mode de transport quelconque, on allait travailler quelque part, puis le soir, on rentrait chez soi. Il y avait des métiers qui étaient pas dans les locaux de l'entreprise, un technicien qui intervient sur le réseau ou un commercial qui va chez un client. Mais globalement, finalement, le monde du travail et l'organisation du travail était relativement simple. Le télétravail était une petite exception. On était, nous, avancés en matière de télétravail, je le dis aussi, parce qu'on avait quand même près de 10 000 de nos salariés qui pratiquaient régulièrement le télétravail en France. Donc, voilà, je pense que dans l'avenir, il y en aura davantage. Donc, combien, je ne sais pas, ça dépendra des métiers. Il y a des métiers qui s'y prêtent plus ou moins. Ça dépendra aussi des environnements de travail. Les grandes villes se prêtent davantage, certainement, ne serait-ce qu'à cause des problèmes de transport, à plus de télétravail. Donc, il faut qu'on intègre tout ça. Il faut qu'on adapte les locaux de l'entreprise pour qu'on gère cette forme de nomadisme un peu qui sera plus important dans l'avenir, même si on ne va pas passer de tout à rien, certainement pas. Mais il faudra faire preuve de souplesse. Ça sera un élément d'attractivité aussi. Ça, je crois que c'est très important parce que les jeunes, évidemment, pour eux, le choix d'une entreprise à laquelle ils vont aller, il va se faire aussi en partie sur ces critères-là. Quel type de vie on va me proposer? Est-ce que si je souhaite à un moment pouvoir travailler depuis chez moi pendant 2 ou 3 jours par semaine pour une période de temps, est-ce que je pourrais le faire? Vous voyez, donc ça va faire partie aussi des éléments d'attractivité employeur dans l'avenir. Moi, j'en suis absolument convaincu. Il faut qu'on s'y prépare, même si je dirais on ne sera jamais dans le tout télétravail et c'est pas souhaitable du tout. Et je pense qu'on ne sera probablement plus jamais dans le monde d'avant où la règle absolue c'était de venir tous les jours travailler sur un site. Donc, c'est pas 100% télétravail et pas 100% de bureau non plus. Oui. Donc, la vérité, c'est entre les deux. Pour une réouverture des bureaux, quand vous avez déjà une date approximative? Les dernières annonces gouvernementales incitent à rester un peu prudent quand même, parce que s'il y a des choses qui se réouvrent un peu, on a bien compris que le télétravail, ça devait rester quand même la règle de base pendant encore quelques semaines. Nous, on est actuellement dans un régime de 1 jour sur site, sur la base du volontariat. Mais en fait, la plupart des gens, l'immense majorité des gens viennent. D'ailleurs, voilà. Ça montre aussi que, après, peut-être un peu l'excitation de l'année dernière, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, le plébiscite qu'il y a eu l'année dernière du télétravail, on est revenu quand même à quelque chose qui est beaucoup plus mitigé aujourd'hui. Donc les gens reviennent au minimum 1 jour par semaine. Dès qu'on pourra passer à 2, 3 jours, on le fera bien évidemment. Et parallèlement, on négocie aussi avec nos partenaires sociaux de nouvelles règles pour gérer le télétravail, parce que c'est quand même compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'il y a à l'appréciation du salarié? Qu'est-ce que l'entreprise peut imposer? Il faut quand même qu'on ait des entreprises qui tournent, qu'on ait des équipes qui fonctionnent, qu'on a des clients aussi en face qui attendent de nous certaines qualités. Donc voilà, on est dans cette phase de définition un peu des règles futures. Et je pense que le retour à là, entre guillemets, normal, il va se faire progressivement jusqu'à l'été et surtout à la rentrée.
D'accord. Et on a plusieurs questions de membres qui viennent visiblement d'Afrique. On a Sylvain, par exemple, qui vous demande quels sont les projets d'Orange en Afrique, notamment suite à la crise sanitaire. Bon, pour moi, l'Afrique, c'est la croissance. C'est la croissance dans notre business, dans nos activités. C'est la croissance dans la variété et la richesse des services qu'on apporte à l'Afrique. C'est la banque, notamment, et tout l'univers des services financiers sur mobile, dans lesquels on est déjà très, très puissant, hein, mais on a plein de choses à faire. Mais c'est aussi de nouveaux métiers. On parle de l'énergie, on parle de l'éducation, on parle de la santé. Le digital, c'est le principal levier de développement en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Et donc, ça commence par déployer des réseaux, bien sûr. On est 4G partout aujourd'hui en Afrique. On commence vraiment à accélérer sur la fibre aussi, hein, dans les grandes villes africaines. C'est vraiment c'est le levier de changement principal, le numérique. Donc, pour moi, l'Afrique, c'est vraiment la terre de conquête par excellence du groupe. Il faut qu'on y investisse massivement. Il faut qu'on étende encore notre couverture géographique. Il y a des grands pays dans lesquels on n'est pas. Il faut qu'on essaie d'y aller. C'est pas facile. Il peut y avoir des occasions manquées. Mais la ligne directrice, c'est vraiment d'aller toujours vers cette croissance qui est difficile à trouver en Europe, mais qui est à notre portée en Afrique. Finalement, à vous écouter, Orange, c'est un peu le Google français, si j'ose dire. Comment on fait pour que ça se sache, hein? Ah, il faut utiliser toutes les occasions qui nous sont données, nous les dirigeants et nous l'entreprise, de montrer ce qu'est Orange aujourd'hui. Parce que l'Orange aujourd'hui peut avoir une réalité assez différente de la perception que beaucoup de gens peut-être ont encore, d'une entreprise un peu vieillissante, un peu sclérosée, un peu confinée, un peu dans une forme de hiérarchie et d'inefficacité. Voilà, donc il faut qu'on soit proche des jeunes. Il faut qu'on soit proche notamment des jeunes qui sont dans le système éducatif et dans l'enseignement supérieur. Donc on est reparti vraiment au contact avec toutes les universités, les écoles, les IUT, etc., pour qu'on se fasse mieux connaître. Il faut qu'on ouvre nos portes. Donc c'est pour ça qu'on accueille aussi beaucoup d'alternances, beaucoup de stagiaires. On ne parle pas beaucoup des stages, mais les stages, c'est une occasion aussi de montrer l'entreprise à des jeunes, même tôt, hein. Donc tout ça, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ouvre vraiment nos portes. Et il faut qu'on mise aussi sur la capacité de conviction et de promotion de nos propres salariés, où qu'ils soient, et des jeunes en particulier, pour qu'ils donnent envie, hein, à tous les autres de nous rejoindre. Voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ça. Il faut aussi qu'on ait des bons résultats. Donc la performance, c'est aussi un élément d'attractivité, à l'évidence. Donc la communication, c'est pas la communication publicitaire ou sur nos produits, c'est tout le reste. Hein, je n'ai pas parlé du non-business aussi, hein, donc plutôt du sociétal, que ce soit sous l'angle environnemental, décarbonation, recyclage, etc., ou sous l'angle de l'inclusion. On va revenir pour un live, c'est tout un sujet. Absolument, oui, oui, mais tout ce volet, si vous voulez, je dirais, qui est non financier de nos activités, pour moi, il est capital et ce n'est pas un outil de communication. On ne fait pas de la communication là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même le faire connaître parce que ça illustre bien ce que je disais sur la responsabilité de l'entreprise, mais très concrètement à travers les actions qu'on mène, les objectifs qu'on se fixe. Vous voyez, et voilà. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi à dire et à faire connaître auprès du grand public et des jeunes en particulier sur ces questions-là. Stéphane Richard, pour terminer cette interview, j'aimerais bénéficier un peu, ou en tout cas faire bénéficier à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent, de votre partage d'expérience. Si vous aviez un conseil de carrière à partager avec les hommes et les femmes qui sont là aujourd'hui, ça serait quoi finalement? Parce que vous avez quand même eu un parcours pour le moins inspirant. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il est inspirant. En tout cas, il est peut-être un peu daté. Parce que moi, je suis rentré sur le marché du travail au milieu des années 80. Vous voyez, donc dans un monde quand même très très différent, hein, où il y avait voilà, je dirais des plans de carrière,
des espèces de parcours qui étaient un peu prédestinés, quoi. Finalement, on se mettait sur une filière, on pensait se mettre sur une filière, et puis les choses se déroulaient un peu toutes seules quand ça marchait. Le monde a complètement changé, et c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, parce que ces parcours prédestinés, que j'ai pas tellement suivi moi-même d'ailleurs, parce que j'ai fait un peu des bifurcations, mais ils ont donné pas mal de catastrophes aussi, parfois dans les entreprises, mais aussi surtout pour les individus, et de gens notamment qui pensaient devoir accéder à tel job, et qui, pour X ou Y raison, n'y arrivaient pas, et ont fabriqué comme ça des gens amers et frustrés. Donc le fait qu'il n'y ait plus tout ça me paraît une excellente chose. Et donc, du coup, c'est plus aussi, c'est un challenge pour les personnes, et pour les jeunes notamment. Donc, votre conseil, c'est quoi? Faut pas avoir Mon de plan de conseil, carrière et prendre tous les chemins qui s'offrent à nous? c'est que, en fait, on va dire, il y a plusieurs catégories d'individus. Tout le monde n'a pas la même personnalité, n'a pas la même. Bon. Il y a des gens qui ont des idées assez précises et nettes sur ce qu'ils veulent faire, le projet qu'ils veulent faire. Soit un projet de métier, soit un projet d'entreprise, soit autre chose. Mais bon, qui ont des idées. Voilà. Ça n'a pas de vocation, mais qui ont au moins un projet clair. Moi, je dirais, par rapport à eux, évidemment, il faut d'abord essayer de mener à bien son projet. Je dirais, quel que soit le projet. Et ne pas se dire, ah bah oui, mais ça, c'est mon projet personnel, mais j'ai quand même une carrière ou un truc à faire, et donc je vais faire autre chose. Parce que ça, aujourd'hui, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc, essayez d'aller au bout de ses rêves, essayez d'aller au bout de ses idées. Bon, même si ça paraît difficile ou ambitieux au départ. Ne pas faire de plan de carrière, justement. Le plan de carrière, c'est pas un truc aujourd'hui adapté au monde d'aujourd'hui. Donc, il faut à la fois être ambitieux, c'est-à-dire il faut viser quand même à progresser dans la vie, moi je trouve. Donc, se dire à 25 ans, soit j'ai un super diplôme et donc maintenant je suis tranquille. Non, c'est pas comme ça que ça marche, bien évidemment. Et puis il faut avoir ce moteur de progresser. On progresse à tous les âges. Tout le temps, il y a des choses qu'on découvre, qu'on ne savait pas. Ça peut être la pratique d'une langue, ça peut être l'international, ça peut être la technique, ça peut être n'importe quoi. Mais donc cette idée d'avoir envie de progresser, moi je trouve qu'elle est absolument essentielle. Il faut la cultiver. Il faut être très ouvert sur le monde. Il faut être attentif à l'actualité d'un domaine particulier, mais aussi l'actualité du monde. Tout ça est important. Il faut être dans l'écoute. Il faut être un peu aussi curieux et capable de prendre une décision parce que sur une rencontre ou sur un hasard ou sur une opportunité. Voilà, je dirais c'est un peu tout ça. Et après, chacun sa vérité. Il y a des entrepreneurs se disent, moi, ce que je veux faire, c'est une entreprise, et ils finissent par le faire. Et alors, parfois, ils échouent, parfois, ils réussissent, mais en tout cas, ils vont jusqu'au bout de ça. Et vous, est-ce que vous avez une qualité chez vous et vous pensez que ça a fait la différence? Est-ce qu'il y a une qualité qui, comme ça, vous vient à l'esprit? Écoutez, ça c'est très compliqué de demander à quelqu'un. Quelle est votre qualité? On a parfois un entretien de recrutement, cela étant. Moi, on me dit souvent que, pardon, hein, j'aime pas tellement l'exercice, mais on me dit souvent que je n'ai pas changé au fond dans mes postures, dans mon comportement, dans ma façon d'être avec les gens, en accédant à des responsabilités élevées et lourdes, et un statut social, si vous voulez, quand on est PDG du CAC 40, comme on dit. Moi, ça fait 11 ans. Et on me dit, il y a des gens que ça peut changer, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et moi, je crois que c'est pas le cas. Je crois que c'est pas le cas. Et Donc, finalement, vos conseils, c'est pas de plan de carrière et rester soi-même, si je résume. Ouais, rester soi-même, ça c'est essentiel, mais dans la vie, hein, en général, mais notamment dans la vie professionnelle. Rester soi-même est essentiel. Ne pas se dire parce qu'on a accédé à tel ou tel poste avec un titre ronflant ou avec des attributs, que du coup on devient un individu différent qui a le droit de s'exprimer de façon différente par rapport aux gens. J'allais dire, c'est bête, hein, ce que je dis, mais il faut quand même un peu aimer les gens, quoi, aimer les autres, quel qu'il soit. Ne pas apprécier quelqu'un en fonction de ce qu'il est dans la société ou ce qu'il est dans l'entreprise.
Bon, voilà, ça c'est un truc, je dirais, c'est pas une question d'éducation, si peut-être un peu, mais c'est une question de valeur familiale, c'est une question de personnalité. Mais bon, voilà, moi c'est vrai que j'aime bien discuter avec l'huissier qui m'amène le courrier le matin, voilà, de choses et d'autres, y compris même de choses de l'entreprise. Ça m'apporte souvent des choses utiles et intéressantes pour moi. Et puis c'est le plaisir d'un contact aussi. Vous voyez, mais les gens qui passent devant la personne qui est en bas à l'accueil ou la personne qui distribue le courrier sans la regarder ou même sans un mot pour elle, parce que c'est, entre guillemets, une petite, voilà, quelqu'un qui compte pas, ça, je déteste ce genre de comportement. Je trouve ça, voilà, et plus on monte quelque part dans le système, et plus on doit être attentif à ça. Parce que c'est aussi d'abord important pour nous en tant qu'individus, mais c'est aussi important pour l'image qu'on donne de l'entreprise. Donc, voilà, c'est un peu des. Donc, moi, si j'ai peut-être une qualité, je ne sais pas, mais en tout cas une caractéristique, c'est que j'aime être à l'aise avec tout le monde, avec un apprenti de 18 ans qui est dans une unité d'intervention dans une boutique que je croisais sur le terrain et avec qui je vais discuter, ou avec le président de la République quand je suis amené à le voir bon, assez régulièrement dans telle ou telle réunion. D'accord. En tout cas, bravo pour votre première place au classement LinkedIn Top Companies 2021. Merci d'avoir accepté cela. J'ai bien noté le rendez-vous pour reparler de l'environnement pour un autre live qui finalement a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu. J'espère que ça ira dans votre agenda. C'était Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, en direct sur LinkedIn Actualité. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires qui ont été nombreux. Merci aux journalistes de la rédaction LinkedIn Actualité, dont Mehdi Ramdani, que vous ne voyez pas, mais qui s'active derrière. Stéphane Richard le voit, je vous transmets un petit secret, mais aussi Tiffany Blandin, Marie Malzac et Samuel Shalom. Samuel Shalom que vous retrouverez d'ailleurs en live demain à midi avec Fatine Dallet qui est consultante chez Michael Page pour parler des métiers qui recrutent dans l'industrie, donc en prolongement de cette interview avec Stéphane Richard chez Orange. Je vous invite bien sûr à suivre le profil de Stéphane Richard pour continuer cette conversation, ainsi que notre page LinkedIn Actualité, où vous pouvez d'ailleurs revoir ce live et plein d'autres actualités et plein d'autres classements autres que LinkedIn Top Companies. À très vite et merci.